Saccalinité, pharmaco-saccalinité, rétention tertiaire, organologie, néganthropologie. Avant d'introduire mon propos, je voulais proposer un avant-propos pour le contextualiser et pour vous dire d'abord que, à l'origine, Kevin et moi, nous voulions tous les deux parler de la solidarité de deux manières différentes. Donc nous étions partis pour faire un exposé à deux voix, comme parfois des gens l'ont fait ici, Paolo et Sarah l'avaient déjà fait. Et puis finalement, on a trop écrit, donc ce sera deux exposés. Tout ça pour dire que mon exposé était censé être une introduction à celui de Kevin, et il se trouve par ailleurs que l'ami Franck Cormeret a travaillé sur le même sujet que moi, donc je vais redire des choses que Franck a dites, et puis deux choses que Bernard a dites aussi. Mais comme le disait très bien Bernard tout à l'heure, il y aura sans doute de la différence dans la répétition. Tu m'entends pas assez bien, Christian, très bien. Et puis du coup, ça me permet simplement puisque je vais reprendre des choses qu'a dites Franck, de dire que j'ai été très stimulé par son exposé et que je vais essayer de reprendre certaines choses qu'il a dites, notamment à partir de Durkheim, en allant un peu moins vite que ce qu'il a fait ce matin et en mettant un peu de patience dans la manière dont on travaille, ou pour reprendre et trahir l'expression de Gérard Lebrun, avoir une patience du concept. Donc je vais parler de solidarité dans le cadre du séminaire Pharmacode, donc, et dans le cadre des réflexions que nous avons à Pleine Commune sur une sorte de devenir coopératif du travail dont nous aimerions produire une critique, et Franck l'a bien vu, afin d'envisager quelque chose comme un avenir de la coopération. Mais en disant ça, je vous explique pourquoi nous travaillons ensemble à Pleine Commune sur ce sujet-là, mais une habitude qu'on essaie de prendre dans la chaire, ou en tout cas que j'aimerais beaucoup qu'on prenne, c'est de toujours, avant de parler de quoi que ce soit, nous rappeler les uns aux autres pourquoi on dit ce qu'on dit, pourquoi nous disons ce que nous disons, et depuis quelle discipline, puisque nous ne partageons pas tous les mêmes disciplines universitaires. Et du coup, afin que chacun puisse mieux saisir les enjeux de ce qu'on va raconter, et aussi parce que nos réflexions, d'abord, s'adressent aux habitants de Pleine Commune, et que si on veut éviter la surspécialisation qui est un problème de la division du travail, c'est bien de situer un petit peu son propos. Donc je vais vous rappeler un petit peu pourquoi je travaille sur ces questions-là. Donc pour ma part, moi je cherche à schématiser le fonctionnement de la démocratie. Je travaille à ça avec l'héritage philosophique de John Dewey notamment, mais pas seulement, et je travaille à ça dans la perspective que Bernard ouvre, qui est celle d'un néo-fonctionnalisme. Je le dis parce que je vais beaucoup parler de fonction pendant cet exposé. Les thèses qui sont celles de Dewey m'ont conduit à émettre l'hypothèse d'un schéma pour le fonctionnement de la démocratie qui repose sur 4 fonctions principales. La dissémination, la capacitation, la coopération et la contribution. Alors ces 4 fonctions sont toujours évidemment dans mon idée engagées dans une relation transductive, c'est-à-dire qu'aucune ne peut fonctionner sans les 3 autres. J'ai essayé ces derniers mois et ces dernières semaines de commencer à explorer les implications organologiques d'une telle hypothèse, qu'il faudra sans doute amender d'ailleurs, je le dis au passage, mais qui me permet de commencer à travailler sur des sujets qui sont très liés à ce que nous rencontrons sur le territoire, parce qu'en fait, on est venu l'année dernière avec un projet, je le dis au passage, parce que je pense que c'est très intéressant dans la manière qu'on a eu de travailler. On est arrivé avec des projets de recherche en octobre dernier, et en fait, les gens que nous avons rencontrés sur le territoire, la manière qu'on a eu de voir apparaître des problématiques sur le territoire, nous ont fait complètement dévier. Je crois qu'il n'y a plus personne des 5 chercheurs qui est exactement sur le même projet, et même certains ont complètement dévié, ce qui est un peu mon cas d'ailleurs. Du coup, j'ai commencé à travailler sur ces choses-là ces dernières semaines et ces derniers mois, à travers, par exemple, l'étude de la manière dont l'information peut circuler dans un État démocratique, en étudiant les distinctions qu'on peut faire entre les notions de capacité et de capacité, qu'on a encore utilisées ce matin, qu'on utilise beaucoup avec Bernard et qui sont très importantes pour le projet, et puis en faisant plus récemment des propositions autour de la méthode de la recherche-action contributive dont parlait Bernard tout à l'heure, et qui, à mon sens, devrait refléter ou symboliser en fait le fonctionnement de la démocratie dont je voudrais parler. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à l'une des 4 fonctions dont je parlais tout à l'heure, qui est la coopération.
Et alors ça, pour toutes les raisons que je viens d'énoncer, mais aussi parce que dans la mesure où je travaille sur Dewey, il faut savoir que le travail pour Dewey, c'est une sorte de paradigme. Il pense l'individu, il pense le social, l'intelligence, la politique, et tout ça, il le pense à partir des schèmes, des instruments, de l'organisation et de la fonction du travail. Mais outre ça, je m'intéresse particulièrement à la coopération parce que l'une des manières qu'a Dewey de poser les problèmes, c'est qu'il dit que la démocratie, c'est une forme politique qui repose sur l'association potentielle de chaque individu dans une enquête qui consiste à résoudre expérimentalement les problèmes sociaux. Et alors, dans le cadre de cette thèse-là, il est évident qu'il faut poser le problème non seulement de la coordination, mais de la coopération des enquêteurs que sont les habitants ou les travailleurs, etc. Et donc de la division du travail dans l'enquête. Et du type de solidarité qui unit les membres de ce que Dewey donc appelle un public à travers ce schéma que je viens de proposer là. Donc je vais essayer de penser la coopération, ou en tout cas de commencer seulement à la penser, puisque c'est une vaste question, et comme je le disais tout à l'heure, c'est une sorte d'introduction, non seulement aux propos de Kevin, ou même aux propos de tout à l'heure de Franck, mais à ma propre réflexion sur la question. Et alors pour commencer, je voudrais revenir sur la notion de coopération telle qu'elle est proposée par Marx, dans le premier livre du Capital. Alors pour Marx, la coopération, je le cite, c'est une action conjuguée et planifiée avec d'autres, dans le cadre de laquelle le travailleur se défait de ses limites individuelles et développe les capacités propres à son espèce. Ça permet, à mon sens, de différencier, de distinguer la coopération et la collaboration. Avec la coopération, il ne s'agit pas seulement de réaliser une tâche à plusieurs, mais bien d'avoir une réflexivité sur la coordination entre des actions, et par là, il s'agit de développer des capacités. Donc il y a cette double dimension de réflexivité et de capacitation derrière la coopération, qui évidemment ne va pas de soi, et tout travail collaboratif ne relève pas de la coopération. Et par exemple, et là je le dis pour Vincent par exemple, avec qui on a souvent ce débat, par exemple ce qu'on appelle l'écriture collaborative avec des outils comme Google Doc ou d'autres, ou Framapad, c'est ce qui a tendance en fait à rendre possible l'action simultanée de plusieurs individus sur un travail d'écriture, certes, mais la plupart du temps sans qu'une telle action ne soit ni réflexive ni capacitante. La plupart du temps, on aboutit à quelque chose qui ressemble à un chaos improductif. Et je crois que Bernard est bien d'accord avec ça d'ailleurs. Au contraire, une coopération véritable ne peut aller sans que les coopérateurs comprennent l'objectif commun que leurs efforts coordonnés sont censés atteindre. Et même, il faut que la manière dont chaque individu se répartit le travail, sa fonction, lui soit claire dans le processus, et idéalement que chaque autre fonction le lui soit aussi. De cette manière, non seulement le fonctionnement de l'effort collectif peut-il être pensé avec un A, mais il peut aussi être équitablement réparti, transformé, réajusté aux besoins, interrompu même le cas échéant. Alors, de cela, on peut dire que entre coopérateurs, une forme de solidarité s'installe dans la mesure même où le travail est divisé, et c'est ce que Durkheim, on l'a dit ce matin, a analysé sous le nom de solidarité organique. Alors, je vais résumer quand même la thèse de Durkheim un peu plus dans le détail par rapport à ce que disait Franck ce matin, en rappelant que, d'abord en disant, et Franck avait raison de le dire, que dans ce livre, Durkheim est encore un philosophe, et c'est un philosophe fonctionnaliste, qui parle de fonction tout le long du livre, tout le temps. Alors, je ne dis pas néo-fonctionnaliste. Et dans ce livre-là, dans la division du travail social, il analyse la constitution d'une société en tant que telle, à travers une étude génétique de l'expression juridique et fonctionnelle des faits moraux. Alors la thèse est bien connue, mais je vais la rappeler quand même. Il s'agit pour lui de différencier deux types de fonctionnement de la moralité, deux tendances fonctionnelles dans l'expression de la solidarité. Alors il distingue la solidarité mécanique et la solidarité organique. La solidarité mécanique, c'est une forme de lien social qui est fondée sur la communauté des représentations, des idées ou des sentiments. Pour lui, pour Durkheim, cette première tendance concerne d'abord des sociétés plus anciennes, ou en tout cas elle est beaucoup plus développée dans des sociétés plus anciennes, dans lesquelles le type social dominant est segmentaire, c'est son mot, et dans lequel les individus sont liés par des similitudes.
Alors, je cite un petit passage de Durkheim qui dit que la solidarité mécanique ne peut être forte que dans la mesure où les idées et les tendances communes à tous les membres de la société dépassent en nombre et en intensité celles qui appartiennent personnellement à chacun d'eux. La solidarité qui dérive des ressemblances est à son maximum quand la conscience collective recouvre exactement notre conscience totale et coïncide en tout point avec elle. Puis, dans l'étude génétique que conduit Durkheim, on assiste, selon lui, progressivement au développement d'une solidarité organique qui découle, elle, de l'amplification de la division du travail. Et ceci se produit au détriment de la solidarité mécanique. Alors cette nouvelle tendance, je cite Durkheim, implique que les individus diffèrent les uns des autres. Chaque organe y a sa physionomie spéciale, son autonomie, et pourtant l'unité de l'organisme est d'autant plus grande que sa individuation des parties est plus marquée. Fin de citation. Alors c'est dans cette tendance fonctionnelle plus récente de la solidarité, dont Durkheim explique en 1893 qu'elle prend, ou plutôt, on va le voir avec la suite de ce que je vais raconter, qu'elle devrait prendre l'ascendant sur la solidarité mécanique. C'est dans cette tendance fonctionnelle que se situe le principe de la coopération, ou disons plutôt la fonction de la coopération. Donc il y a d'un côté une forme de solidarité qui tient à l'appartenance et à l'homogénéité, c'est la solidarité mécanique, et de l'autre une solidarité qui repose sur la coopération et la différenciation, la singularisation des individus et des fonctions. Ça, c'est la solidarité organique. À ce point-là, il faut préciser quelque chose d'important, c'est que la seconde, la solidarité organique, n'a absolument pas pour vocation de se substituer entièrement à la première. Durkheim est très clair là-dessus, et Frédéric Lordon l'a bien lu, il y a toujours de l'appartenance. Et il y en aura toujours. Qu'elle soit nationale, familiale, idiomatique, ou bien qu'on se sente tout simplement appartenir à un club de foot, il y a de l'appartenance. On pourra bien pousser à l'extrême la division du travail, la spécialisation et la coopération, on ne balayera jamais la solidarité mécanique entièrement. Et pour cause, la solidarité mécanique est la condition de la division du travail. Durkheim passe beaucoup de temps à le démontrer, notamment à travers l'idée que le droit restitutif ou coopératif, qui est l'expression de la division du travail, ne peut fonctionner s'il n'y a pas de droit répressif, qui lui est l'expression de la solidarité mécanique. Autrement dit, la contractualisation et l'organisation ne peuvent être respectées que dans la mesure où l'on fait un minimum corps, que dans la mesure où l'on se met d'accord sur un nombre même limité de crimes, par exemple, et donc de sentiments communs. Alors, cela étant rappelé, et sans entrer dans le détail des explications de Durkheim non plus, parce que ça prendrait trop de temps, il faut simplement se rappeler qu'à ses yeux, depuis au moins l'Antiquité tardive et avec une accélération depuis la Révolution industrielle, le droit coopératif va croissant, tandis que le droit répressif, et avec lui la solidarité mécanique, ne va que décroissant. Si un tel mouvement s'opère, selon lui, c'est parce que la société fonctionne de plus en plus sur le principe de la division du travail. Marx avait d'ailleurs bien vu que la prospérité des capitalistes reposait sur le principe de la division du travail, rassemblant les travailleurs isolés dans des usines et des fabriques, où ils peuvent se partager les diverses phases toujours plus spécialisées d'un travail toujours plus complexe. Alors, ces thèses sont plus que centenaires. Elles sont connues, et si nous voulons y trouver de quoi nourrir nos propres réflexions, il faut les critiquer à l'aune du contexte qui est le nôtre. Mais pour faire cela, je vous proposerai de faire en fait un détour par une critique qui a déjà été faite de la thèse de Durkheim. 70 ans après la publication de son livre, la thèse de la solidarité organique a été critiquée par George Friedman dans Le travail en miettes, en 1964 donc. Le problème que pointe Friedman, c'est que, et Franck l'a un peu dit ce matin, c'est que la forme normale de la solidarité organique, telle que la présente Durkheim, est un peu plus difficile à observer dans le contexte du capitalisme industriel tayloriste et keynésien du milieu des années 60. Les expressions les plus courantes de la division capitaliste du travail, celles qu'observe et qu'il critique, Friedman je veux dire, relèveraient plutôt de ce que Durkheim appelle une forme anomique ou pathologique de la division du travail, dans laquelle les fonctions n'entrent pas dans des rapports réglés, dans laquelle les travailleurs ne peuvent choisir librement leurs fonctions, dans laquelle enfin les travailleurs sont incapacités par la surspécialisation et surtout l'incoordination de leurs fonctions.
La critique de Friedman, en somme, revient à dire que ce que Durkheim a décrit en droit ne s'observe pas en fait, et qu'en fait de coopération, on observe le plus généralement qu'une forme de prolétarisation. Dans la mesure où le thinking department du système taylorien prédétermine le concours des fonctions, les travailleurs eux-mêmes sont exclus du choix de leur mode de fonctionnement, ou comme le dit Amartya Sen, ils sont dépourvus de leur capacité. J'ai essayé de montrer il y a quelques semaines dans le séminaire que nous avons dans la chaire que ce que Sen appelle capabilities est indissociable de ce que Bernard appelle des capacités. Ou pour le dire autrement, que la liberté et le savoir sont pris dans une relation transductive, parce que si un individu est dépourvu de la possibilité de choisir son mode de fonctionnement et de convertir ce choix en un mode de fonctionnement actuel, alors il lui est impossible de développer ses savoirs, ou il lui est de plus en plus difficile de le faire. Et réciproquement, sans savoir, très difficile de choisir des modes de fonctionnement. Si donc les travailleurs ne sont pas en mesure de choisir ou de définir leurs fonctions, et si dans le même temps leur activité salariée est réduite à une action mécanique et à des automatismes, il ne peut en résulter qu'un processus de désindividuation ou de dénoétisation, de prolétarisation. Mais là, je ne fais que répéter des choses que Bernard a décrites maintes fois et du coup que Friedman avait commencé à décrire en 1964. Parce qu'il voit, dès cette époque-là, il voit combien il est difficile, sinon impossible, de réaliser la forme normale de la division du travail décrite par Durkheim dans un tel contexte. Seulement voilà, Durkheim n'est pas dupe. Dans la dernière partie de la division du travail social, il laisse déjà entendre qu'il n'est pas évident d'observer le type normal dont il a si longuement décrit le fonctionnement. Et il voit bien les conséquences prolétarisantes, même s'il n'utilise évidemment pas ce mot-là, d'une division anomique du travail, qui est déjà très répandue à son époque, mais à ses yeux, elles ne découlent pas de la division du travail en soi. Elles sont plutôt dues à une intervention extérieure, ne laissant pas la division du travail fonctionner normalement. Il y a une forme de pharmacologie de la division du travail à avoir. Et c'est ce qui conduit Durkheim à critiquer l'ultra-spécialisation qui commence à se développer à son époque et qui va conduire à la rationalisation du processus de production. Pour lui, les conditions normales de la coopération ne peuvent être réalisées qu'à condition d'obtenir une continuité de la division du travail, que je qualifierais de continuité organique dans ce qui suit pour des raisons qui vont s'éclairer d'elles-mêmes, mais qui tiennent au fait qu'il parle de solidarité organique. Pour que la division du travail soit correctement réglée et qu'elle ne vire pas à l'anomie, il faut que les fonctions restent en contact suffisant ou suffisamment prolongé. Il faut que le travailleur ne s'enferme pas dans sa tâche, mais qu'il conserve plutôt un rapport constant aux autres travailleurs fonctionnant dans son voisinage. C'est précisément sur ce point que porte la critique la plus vive de Friedman. En disant que l'activité fonctionnelle s'intensifie d'autant plus que les fonctions sont davantage en continuité les unes avec les autres, de la même manière que dans un organisme vivant, Durkheim ne fait pour Friedman qu'énoncer un beau principe que, je cite Friedman, l'évolution réelle du travail dans l'industrie du XXe siècle n'a cessé de contredire. Je cite encore Friedman, qui rappelle que l'organisation scientifique du travail depuis Taylor a eu parmi ses principes essentiels celui d'introduire dans les ateliers, en même temps qu'une division très poussée des opérations par l'analyse des temps et mouvements et le chronométrage, un ajustement rigoureux et minuté des tâches entre elles. Ce qui l'amène à conclure que toutes les formes de travail à la chaîne donnent l'exemple d'opérations inachevées où l'activité fonctionnelle est très réduite et qui néanmoins sont continues et coordonnées, ce qui ne signifie pas qu'elles soient porteuses de solidarité organique. Fin de citation. Mais ce que ne semble pas voir Friedman, c'est que la continuité que produit le taylorisme n'est pas la continuité dont parle Durkheim, celle que j'appelle donc organique, puisqu'elle correspond à la solidarité organique. Au lieu de permettre aux travailleurs de participer de la coopération, d'une forme donc de solidarité, le taylorisme ne fait qu'améliorer un processus mécanique, pas au sens de la solidarité mécanique évidemment, un processus mécanique de production. La continuité dont parle Friedman est une continuité opérationnelle et non une continuité expérientielle, si on peut dire. Alors j'utilise la notion d'expérience ici parce que c'est une notion très, très centrale dans le travail de Dewey et il me semble qu'elle peut nous permettre non seulement de rejoindre le propos du Durkheim mais aussi de l'éclairer. Alors je vais prendre le temps d'expliquer ce que Dewey appelle expérience. Alors il y a deux manières par lesquelles Dewey fait référence à la notion d'expérience en fait. Pour lui, nous vivons constamment des expériences.
elles enchaînent les unes sur les autres et elles ouvrent sur du potentiel d'expérience. Il appelle ça le continuum expérimental. Chaque bribe expérientielle se présente comme une phase du continuum et se nourrit de bribes passées tout en nourrissant des bribes à venir. Alors je parle de bribes, mais il y a aussi des expériences complètes. C'est le deuxième sens que Dewey donne à la notion. Nous vivons constamment de l'expérience, si on peut dire, mais il peut aussi nous arriver de vivre une expérience. Pour le dire avec Husserl et Simondon, dans un langage qui est plus familier dans la chair, on pourrait dire que le flux d'une individuation est nourri par des complexes rétentio-potentionnels qui s'enrichissent à mesure que l'on s'individue, mais il arrive qu'au sein du flux, quelque chose comme une unité discrète puisse être vécue comme telle, comme une unité discrète. C'est alors qu'on a vécu une expérience complète. Mais ce type d'expérience, l'expérience complète, une expérience, est quelque chose qui est plus rare et plus difficile. Ça n'arrive que lorsque le matériau qui fait l'objet de l'expérience va jusqu'au bout de sa réalisation, dit Dewey. Et dans la mesure où le terme de la situation harmonieusement conclu est un parachèvement et non une cessation. Alors pour le dire autrement, si je fais le projet de grimper au sommet d'une colline, je n'aurais vécu une expérience que si je conduis mon action à son terme et non pas si mon ascension est interrompue par la pluie. Je cite Dewey pour ajouter quelque chose à cette idée de l'expérience. Dans une expérience, il y a mouvement d'un point à un autre. Comme une partie amène une autre, et comme une autre encore poursuit la portion précédente. Chacune y gagne en individualité. Le tout qui perdure est diversifié par les phases successives qui créent son chatoiement. À cause de cette confluence continue, il n'y a ni blanc, ni jonction mécanique, ni centre inopérant quand nous vivons une expérience. Il y a des pauses, des lieux de repos, mais ils ponctuent et définissent la nature du mouvement. Ce qu'il est important de noter, c'est que, je cite encore un bref passage de Dewey, dans de telles expériences, les différentes parties se succèdent en douceur, sans heurts, ni espace vide. L'expérience n'est ni une efficacité mécanique, ni une absence de but, elle n'est ni un réflexe, ni une indécision, elle est un mode d'action qui est composé d'actes successifs qui s'enrichissent d'un sens croissant, sens qui perdure et qui croît, jusqu'à atteindre une fin ressentie comme la réalisation du processus. Or, si nous ne vivons une telle expérience complète que de manière intermittente, c'est ce que nous dit Dewey, c'est parce que la plupart du temps, nous ne nous soucions pas du lien qui relie un incident à ce qui le précède et à ce qui le suit. Car une expérience conscientisée aboutit, et ce qui nécessite un effort particulier, un effort d'intégration des différentes parties de l'expérience en un tout. Alors pour reprendre un peu le vocabulaire récent de Bernard, je dirais que l'expérience complète est intégrative. Elle est intégrative de la continuité de ces phases, et cette intégration ne consiste pas uniquement à ajouter quelque chose à la somme de ce que nous savions déjà, elle implique un processus de reconstruction qui peut s'avérer douloureux. Ça, c'est ce que dit Dewey. Donc cette continuité organique dont je parlais tout à l'heure, et qui caractérise pour Durkheim le déroulement normal d'un travail coopératif, elle me semble relever d'une forme de continuité expérientielle au sens où on peut entendre résonner la notion de Dewey, puisque, je cite Durkheim, « Normalement, le jeu de chaque fonction spéciale exige que l'individu ne s'y enferme pas étroitement, mais se tienne en rapport constant avec les fonctions voisines, prenne conscience de leurs besoins, des changements qui y surviennent, etc. La division du travail suppose que le travailleur, bien loin de rester courbé sur sa tâche, ne perd pas de vue ses collaborateurs, agit sur eux et reçoit leur action. Ce n'est donc pas une machine qui répète des mouvements dont il n'aperçoit pas la direction, mais il sait qu'il tende quelque part vers un but qu'il conçoit plus ou moins distinctement, il sent qu'il sert à quelque chose. » Fin de citation. Et en fait, il ne devrait pas seulement le sentir, mais aussi le comprendre. Car si le travailleur prend bel et bien conscience des fonctions voisines, c'est qu'il entrevoit le fonctionnement global du processus de travail, dont il n'est qu'un nœud. On se rapproche là, d'ailleurs, de ce que Simondon appelait technologie ou mécanologie, et que Bernard préfère appeler une organologie. Mais ça, Friedman ne le voit pas. La seule continuité qu'il puisse observer, la seule qu'il voit dans le domaine industriel de la division du travail, c'est une continuité opérationnelle, une continuité du processus de production et non pas du processus de travail. La seule continuité qu'il voit, c'est celle de la chaîne de montage, parce que ce qu'il observe est une forme de collaboration automatisée et non pas une réelle coopération. Mais le fait que la plupart des formes que le travail a prises à l'époque de Friedman relèvent de l'anomie au sens de la thèse de Durkheim n'est pas un problème.
Ce qui est normal pour Durkheim n'est pas ce qui est le plus courant, mais ce qui fonctionne sans produire une destruction du social. C'est comme ça que le présente Durkheim. Est normal à ses yeux ce qui, disons-le un peu anachroniquement avec Canguilhem, est normal ce qui est générateur de normativité sociale. Or, la division du travail à la Taylor détruit le social en empêchant les travailleurs de se singulariser. Et rappelons que le propre des formes sociales relevant de la solidarité organique et se développant à travers la division du travail social, c'est aux yeux de Durkheim d'être composé d'individus de plus en plus singuliers. Elle les empêche de se singulariser en les empêchant de se coordonner et donc de coopérer. Si la rupture de la continuité opérationnelle, par exemple le blocage de la chaîne de production, est ce qui grève le procès de production, la rupture de la continuité organique, où je vais commencer à dériver vers cette appellation plutôt la continuité organologique, est ce qui grève le procès social à travers un sabotage des individuations psychiques et collectives, mais du coup peu collectives. Comment, alors, éviter de voir la division du travail dériver vers ces modèles anormaux? Friedman et Durkheim ne sont pas d'accord. Pour Friedman, la solution consiste notamment à promouvoir une égalité économique et sociale, faisant du travailleur un membre à part entière de la société, capable de participer ou de contribuer aux prises de décision et de voir son travail valorisé. En cela, nous ne pouvons être que d'accord avec Friedman, évidemment. Mais lorsqu'il en vient à proposer que le principe de la division du travail pourrait être mauvais en soi et devrait être abandonné, il devient plus difficile à suivre. Cette seconde option, Friedman la prend en posant que la solidarité ne s'affirme en réalité pas du tout de la manière dont Durkheim la présente. Plutôt que de coopération, il parle, lui, Friedman, d'interdépendance, en prétendant que chaque travailleur ne peut faire fonctionner son poste que dans la mesure où le poste précédent et le poste suivant sur la chaîne de production fonctionnent effectivement. Si la pièce n'arrive pas ou si la chaîne est bloquée en aval, le travail est impossible. Friedman qualifie cette interdépendance, qui relève de la continuité opérationnelle dont je parlais tout à l'heure, de solidarité mécanique. Et il prend un risque double en choisissant cette appellation. D'abord parce que ce type d'interdépendance n'a rien à voir avec la solidarité mécanique dont parle Durkheim, mais ça, Friedman le reconnaît lui-même. Mais ensuite, et surtout parce que l'interdépendance n'a rien d'une forme de solidarité. Elle n'implique aucunement de se soucier des autres travailleurs, de parler avec eux, de partager quoi que ce soit, ni même de comprendre en quoi consiste leur travail, voire son propre travail. Il s'agit simplement de ne pouvoir travailler qu'à la condition que la chaîne fonctionne. Nul besoin d'impliquer quelques dimensions sociales dans ce processus. Et en vérité, Friedman comprend bien que cette interdépendance mécanique dont il parle ne suscite pas nécessairement la solidarité morale. Et en fait, elle ne la suscite, à mon avis, généralement pas du tout. Cette option que prend Friedman découle de ce qu'il ne peut concevoir la solidarité qu'à partir de ces modèles existants, empiriques, les plus visibles dans le monde industriel de Taylor, une solidarité d'entreprise et une solidarité ouvrière. Alors sans entrer dans le détail de la première, la solidarité d'entreprise, dont Friedman voit bien qu'elle est extrinsèque au fonctionnement du procès de travail, et qu'elle consiste non pas dans une coopération des travailleurs, mais dans une tentative de la part de l'organisation du travail pour rendre les travailleurs non pas plus coopérateurs, mais bien plus coopératifs, en suscitant chez eux une forme artificielle de solidarité mécanique, on peut voir que Friedman veut rapprocher la seconde, la solidarité ouvrière, qui déborde le cadre de l'entreprise, de la théorie des classes sociales et de la notion marxiste de solidarité de classe. Or, ce type de solidarité est au sens de Durkheim une forme de la solidarité mécanique. C'est ce qui conduit Friedman à conclure que l'évolution de l'organisation et de la division du travail a conduit à renforcer non pas la solidarité organique, mais la solidarité mécanique. En somme, la solution que propose Friedman n'en est pas une pour nous. Si nous voulons contribuer au développement d'une forme normale, saine de la coopération, sous la forme de ce que j'appellerais donc volontiers une solidarité organologique, mais qu'on peut aussi appeler une solidarité dynamique, dans la lignée de ce que disait Franck ce matin, nous pouvons bien chercher à faire advenir une plus grande égalité sociale, mais nous ne pouvons fonder cette capabilisation et cette capacitation des travailleurs dans l'illusion d'une solidarité ouvrière, c'est-à-dire mécanique, dont l'expression ne peut que se résorber, et elle s'est largement résorbée depuis l'époque de Friedman, à mesure que le travail se spécialise, ça c'est la thèse de Durkheim, et à mesure que l'emploi se raréfie, ou adopte un devenir intermittent. Mais alors quelle est la solution que propose Durkheim? Avant d'y venir, je fais une parenthèse pour rappeler que Friedman ne ferme pas tout à fait la porte à un développement normal de la solidarité organique et aussi pour éviter de jeter Friedman aux orties.
Il cite, Friedman, un élève de Durkheim, un certain Bouglet, dont il ne donne ni le prénom ni l'œuvre, grâce auquel il est possible d'espérer voir se développer une forme saine de la coopération, mais alors seulement à condition que les fonctions soient choisies par les travailleurs en toute liberté, ce qui n'est possible qu'à condition, selon Bouglet, qu'un certain milieu juridico-économique et une certaine structure sociale soient présents. Il est bien dommage que Friedman ne creuse pas davantage la question, parce que si Bouglet dit cela, c'est bien dans la lignée de Durkheim. Parce que ce que voit Durkheim, c'est que la condition de toute forme de solidarité, y compris la solidarité mécanique, c'est une forme de rétention tertiaire. C'est ce que disait Bernard ce matin. C'est de la même manière qu'il va voir ça dans les formes élémentaires de la vie religieuse, il le dit déjà dans la division du travail social. Alors il parle spécifiquement du droit, répressif ou coopératif. Dans la mesure où, dans l'exorganisme qui est celui de Durkheim, c'est la rétention tertiaire hypomnésique juridique qui rend possible la solidarité. Tout comme dans un autre type d'exorganisme, ça aurait pu être le verbe, le code, le totem. Évidemment, Durkheim ne parle pas de rétention tertiaire hypomnésique. Mais tout l'exposé de sa thèse tourne autour d'une organologie de la morale, et en fin de compte, il a le mérite de comprendre que non seulement c'est le droit qui conditionne la solidarité, mais qu'il permet aussi de régler et de réguler les tendances pathologiques de la division du travail. C'est pour ça que j'étais extrêmement d'accord avec ce que racontait Franck ce matin. On peut donc imaginer avec lui un avenir pour la coopération et le faire organologiquement en nous demandant ce que doit devenir le droit coopératif à une époque qui n'est plus celle de Durkheim, ni non plus celle de Friedman, et dans un contexte organologique bien différent, celui du web, des plateformes, celui du capitalisme cognitif, du devenir intermittent de l'emploi, du digital labor et de la blockchain, pour ne citer que cela. À Pleine Commune, on a essayé de commencer à travailler autour de la forme coopérative ces derniers mois, en rencontrant d'abord beaucoup de coopératives sur le territoire, et en nous intéressant à l'histoire du coopérativisme. Travail à peine entamé, évidemment. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était reprendre appui sur des bases conceptuelles et fonctionnelles, afin de poursuivre ce travail en lui donnant une assise. En même temps que Kevin, et avant lui Franck, commencent, eux, à le penser à des échelles différentes. Cette passe introductive que j'ai proposée a pour but de nous ouvrir la possibilité d'entrer dans une critique du coopérativisme, dans une analyse des formes de coopération et de division du travail contemporaine, et qui pourra nous conduire à synthétiser de nouvelles formes. Quand Bernard dit parfois que nous devons créer à Pleine Commune des coopératives de savoir, c'est de ça qu'il s'agit. Ça implique de nous demander comment il est possible de coopérer, de créer de la continuité organologique et de la solidarité organologique ou dynamique, et comment il est possible de l'institutionnaliser à travers une forme de droit coopératif ou capacitatif, comme le disait Franck, dont la forme même, la forme de ce droit, correspond au fonctionnement d'un exorganisme numérique comme Pleine Commune. Et de ce point de vue, il faut que ces réflexions nourrissent et soient nourries par le développement de ces plateformes ou de ces stackformes, si il faut éviter la platitude. Ces plateformes coopératives fondées sur un web herméneutique, que nous avons évoqué plusieurs fois ces derniers jours, et qui devront opérationnaliser ce dont j'ai pointé la nécessité il y a 3 semaines dans un séminaire à l'IRI, et à quoi Christian a fait très justement référence hier matin. Il faudra opérationnaliser une coopération entre les chercheurs de Pleine Commune, qui ne sont pas seulement les chercheurs de la chaire, mais l'ensemble des habitants, et qui devra passer par une stackisation, si vous me permettez l'expression, et pas une staccanovisation, une stackisation de la coopération, une ou plutôt des coopérations fonctionnant par couches, des coopérations ou des solidarités localisées et scalabilisées entre les travailleurs et entre les exorganismes, c'est ce dont va parler Kevin, et jusqu'à l'internation avec un tiré si tu le souhaites. Voilà.